C'est l'heure de notre focus. Le démantèlement de la jungle de Calais a débuté ce matin dans le calme. 6 000 à 8 000 migrants vivaient dans ce camp de fortune. La plupart sont conduits vers des centres d'accueil et d'orientation répartis dans toute la France. Mais qu'en est-il des mineurs? Il serait aujourd'hui environ 1300. Pour le moment, seule une infime partie d'entre eux a pu bénéficier du regroupement familial vers la Grande-Bretagne. C'est un reportage signé Karima Kiki et Catherine Norris-Trent. À l'heure du déjeuner, Chound traîne dans les allées insalubres du bidonville, le ventre vide. Parti d'Afghanistan il y a 4 mois, cet adolescent de 14 ans a échoué dans la jungle. Depuis, il vit la peur au ventre. La jungle, c'est un endroit dangereux. Il y a toujours des bagarres. Les Afghans contre les Soudanais, par exemple. Les gens se battent tout le temps. Comme Chound, 1290 mineurs isolés se cachent dans ces dunes. D'après les associations qui interviennent auprès des enfants, 95% des mineurs affirment vouloir passer en Grande-Bretagne. C'est bien mieux l'Angleterre. La France, ce n'est pas bien. Il y a des problèmes avec la police, les habitants. Si tu es un mineur, ce n'est pas facile. Pas assez à manger, pas de petit déjeuner. Je n'ai pas de famille, je ne peux pas dormir à l'hôtel. Trop de problèmes ici. Alors si Dieu le veut, j'arriverai à rentrer en Grande-Bretagne. Même si Chound dit avoir un cousin à Londres, il n'a pas été retenu pour partir légalement en Grande-Bretagne. Pour être éligible, il faut un membre immédiat de la famille, comme des parents, des frères et sœurs ou encore des oncles et tantes. Chound risque sa vie tous les soirs. Il tente de monter dans les camions qui traversent la Manche. J'essaie de passer toutes les nuits, mais la police m'en empêche. Même s'ils démantèlent la jungle, moi je reste parce que l'Angleterre, je ne laisse pas tomber. Médecins sans frontières accompagnent les enfants dans le camp. L'association humanitaire tire la sonnette d'alarme sur justement la prise en charge des mineurs après le démantèlement de la jungle. Certains d'entre eux probablement voudront rester sur les Hauts-de-France pour continuer à essayer de passer en Angleterre et donc pourraient rejoindre des squats ou des camps improvisés. Et donc évidemment ils seraient de plus en plus vulnérables par rapport à des violences, à d'autres types de réseaux. Et à ce moment-là, on est très inquiet. Là, on est au centre d'accueil provisoire, donc les 1500 places de conteneurs, où sont mis à l'abri les migrants. Juste à côté de la jungle, le sous-préfet du Pas-de-Calais, Vincent Berton, est fier de nous montrer les 125 conteneurs déjà mis en place par l'État en janvier dernier. Une solution provisoire avant de trouver un hébergement pour tous les migrants. La mise à l'abri des mineurs isolés est la priorité du gouvernement. Pour les mineurs qui n'ont pas de lien familial en Grande-Bretagne, il y a 2 possibilités. Soit qu'ils restent en France dans le cadre d'une procédure de demande d'asile en France, soit qu'ils puissent être recueillis par les Britanniques en vertu d'une procédure qui permet, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'ils soient accueillis en Grande-Bretagne. C'est sur ce point-là notamment que nous travaillons avec les Britanniques. Jusqu'à présent, aucun mineur n'a pu bénéficier de cette procédure. En ce qui concerne le regroupement familial, les autorités britanniques ont validé seulement 178 dossiers et pas un de plus. Les enfants retenus passent par ce refuge de France Terre d'Asile. Un répit avant de partir en Angleterre rejoindre leur famille. Nous avons rencontré 1290 personnes qui se déclaraient mineurs isolés étrangers sur la lande et environ 20% d'entre eux précisent avoir un membre de leur famille en Angleterre identifié et identifiable. C'est la difficulté pour nous, c'est bien sûr identifier la famille en Angleterre. On continuera à le faire jusqu'à temps que les autorités britanniques et les autorités françaises nous demanderont d'arrêter, mais pour le moment on est sur une procédure qui continuera de s'appliquer. C'est le grand jour pour Nissar. Après 7 mois d'errance, il va atteindre son but. Mais la joie de ce jeune de 17 ans est teintée d'inquiétude. Il va revoir son père à Londres après 15 années de séparation. Nissar a du mal à réaliser. Je suis très heureux car je vais enfin revoir mon père. Car les personnes les plus importantes dans une vie sont bien les pères et les mères. Donc le fait de pouvoir revoir mon père, ça me rend à la fois heureux et un peu nerveux. Nissar veut faire des études de médecine en Angleterre. La première chose que je veux faire, c'est reprendre ma scolarité, être un bon élève. Je veux pouvoir étudier et me construire une nouvelle vie, une bonne vie. Des rêves plein la tête, Nissar et les 2 autres adolescents partent enfin pour la Grande-Bretagne.
Are you happy? Happy. Un voyage d'à peine 40 km pour traverser la Manche et rejoindre les côtes anglaises. Des côtes hors d'atteinte pour la plupart des mineurs restés dans la jungle de Calais. Et pour en parler, Jean-François Dubost est avec moi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable du programme Personnes déracinées à Amnesty International France. Alors d'abord, on vient de le voir dans ce reportage, certains mineurs sont autorisés à rejoindre leur famille au Royaume-Uni, mais le nombre de dossiers acceptés par les autorités britanniques est encore trop minime, seulement 178 dossiers. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Royaume-Uni finalement accélère les procédures, pour que finalement il y ait plus de dossiers qui soient pris en compte? Deux choses probablement. D'abord, une correcte information pour ces enfants. On l'a vu, ils sont traumatisés à la fois par leur exil, par leur voyage qui a été souvent douloureux. Ils subissent des violences tout le long de leur parcours, comme nous le rappelle l'UNICEF régulièrement dans des alertes. Par ailleurs, ils sont aussi en souffrance à Calais depuis de nombreux mois pour plusieurs d'entre eux. Donc il faut les informer. Ça prend du temps. C'est pas juste leur dire il y a une procédure, vous pourrez rentrer dedans. Ça ne convainc personne. Lorsqu'on a fait des milliers de kilomètres, qu'on a affronté plein de dangers, et qu'on est à 40 km à peine du Royaume-Uni. Donc il faut prendre le temps, il faut les mettre dans des structures et les accompagner. C'est vraiment un gros travail qu'on ignore souvent. Ce sont des enfants, ils réagissent aussi comme des enfants, même s'ils ont subi des choses que les adultes généralement subissent. Le deuxième élément, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni doit impérativement ouvrir les voies d'accès pour des raisons familiales. Nous l'avions demandé à Amnesty International après une mission conjointe avec nos homologues britanniques d'Amnesty en février. On avait examiné la situation et en vertu du droit britannique, mais également de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, mais également en vertu d'une règle européenne relative aux demandeurs d'asile, il est possible de faire transiter légalement des enfants non accompagnés dès lors qu'ils ont des proches au Royaume-Uni. Tout ça nécessite en fait simplement de la volonté politique du côté du Royaume-Uni et des questions d'organisation et de moyens humains et matériels des deux côtés, français et britanniques, pour mettre en place ce système d'évaluation, d'accueil des mineurs, d'évaluation et ensuite d'orientation vers le Royaume-Uni pour ceux qui peuvent passer. Quand vous parlez des proches, on le voit, là aussi il y a un problème de ce côté-là, puisque certaines personnes, il faut vraiment que ce soit un proche familial. On l'a vu notamment dans le reportage. Si jamais c'est un oncle ou une personne éloignée ou un cousin, dans ces cas-là, ça bloque. Oui, en fait, c'est complètement absurde et c'était aussi l'une de nos demandes à l'issue de notre recherche dont je parlais, c'est qu'aujourd'hui, on a une vision très restrictive de l'unité de famille qui ne correspond pas aux besoins de ces personnes. Ce sont des enfants en souffrance. Certes, ce ne sont pas peut-être leurs parents très proches, mais en tout cas, c'est leur famille. Et ça, déjà, c'est extrêmement important, si ce n'est vital pour eux. Donc là aussi, on est dans une situation mondiale où il y a une crise des réfugiés. On n'a jamais eu un nombre aussi important de réfugiés. Il faut faire des efforts, il faut reconsidérer nos façons de procéder et d'accueillir et de permettre à des personnes de rejoindre leur famille. Il faut passer d'une vision simple de la famille, qui est occidentale en fait, à une vision beaucoup plus large de la famille, pour justement permettre à ces enfants de retrouver une cellule familiale dans laquelle ils pourront se reconstruire et s'épanouir ensuite. Quelles sont les procédures que doivent suivre les migrants une fois arrivés sur le territoire français? Parce que c'est vrai qu'avant d'aller en Angleterre, il y a d'abord une procédure à suivre sur le territoire français, et notamment pour ceux qui veulent rester en France. Et d'ailleurs, finalement, ils sont pas tant que ça. Oui, c'est toujours difficile à évaluer. Là, on parle en ce moment même, l'évacuation a lieu. 50% des personnes seraient prêtes à partir en centre d'accueil et d'orientation. Quelle information a été aussi faite pour ces personnes? Et ce sont des personnes qui ont tout construit au fur et à mesure de leur exil l'idée peut-être d'arriver au Royaume-Uni. Ce sont des personnes à qui l'on a conseillé, souvent des passeurs ou d'autres, leur conseillent d'aller au Royaume-Uni. Ça permet de gagner de l'argent sur leur dos. Donc il faut du temps là aussi pour ces personnes. Elles ont perdu, certaines le disent, ont perdu un peu confiance dans la France. Elles sont restées des mois sous des tentes, les pieds dans la boue. Dire qu'il y a une procédure d'asile en France, c'est pas non plus totalement convaincant du premier coup. Donc il y a un véritable travail d'accompagnement qui a peut-être pas suffisamment été fait là. Après, ces personnes, effectivement, pour la plupart, relèvent du statut de réfugiés, c'est-à-dire bénéficient d'une protection, ont le droit à une protection internationale parce que leur pays est en guerre, ou alors elles y ont des persécutions, Érythrée, Soudan, Afghanistan, Irak, Iran. Donc ces personnes doivent déposer une demande d'asile et c'est ce qui se passe à 80%, dans 80% des cas des personnes qui sont dans les centres d'accueil et d'orientation. Les personnes demandent l'asile et pour la plupart d'entre elles l'obtiennent d'ailleurs. On le voit, les autorités françaises, elles ne semblent pas avoir de leur côté vraiment bien défini un plan pour s'occuper des enfants non accompagnés qui ne seront pas transférés au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites en amont. Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation ? Très honnêtement, oui, en fait, même pour toute la situation, cette évacuation est évidemment bienvenue. C'était une situation dégradante, qualifiée comme telle par la justice française, inadmissible sur un territoire français d'avoir des situations comme celle-là. Bien évidemment, elle n'est pas nouvelle. Donc là, aujourd'hui, en presque un mois et demi, on a décidé l'évacuation. Ça pose énormément de questions, comme on le voit, dont les enfants en premier lieu, mais il y a aussi toutes les autres personnes, dont celles qui sont adultes mais ont des membres de leur famille au Royaume-Uni. La question se pose aussi pour elles de pouvoir transiter pour rejoindre le Royaume-Uni. En tout cas, oui, il y a eu une précipitation, alors que l'on aurait pu, et les
des ONG, et notamment celles qui sont sur place depuis de nombreuses années, avaient les solutions, le proposaient, les ont posées sur la table à plusieurs reprises, et ça n'a jamais toujours été entendu, et c'est simplement là, en bout de course, finalement en fin de mandature, si l'on peut dire, que l'on se précipite, et on n'a pas résolu toutes les questions, malheureusement. Donc l'après-Calais est aussi important que l'évacuation, qui, fort heureusement, pour le moment, se déroule correctement. Oui, ça se déroule correctement, mais on sait qu'il y a des récalcitrants. Qu'est-ce que ça va donner pour ces jeunes s'ils ne vont pas au Royaume-Uni, justement? Qu'est-ce qui se passe? S'ils restent en France, est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce qu'ils ne vont pas continuer à essayer, en tout cas, de tenter de traverser la Manche? S'ils ne sont pas pris en charge correctement, comme je le disais tout à l'heure, c'est sûr qu'ils vont, et certains le disent, vont continuer de vouloir traverser. Ils n'hésitent pas à le dire clairement, en effet. Oui. Donc, du coup, là, il y a tout un travail d'accompagnement. Alors, il y a un centre d'accueil provisoire dans ces containers, ces fameux containers sur la lande, qui ne sont pas adaptés pour des mineurs. C'est transitoire et on espère que ce sera le plus court possible. Normalement, ces personnes, ces enfants, relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Il y a une protection pour elles. Elles sont mineures, elles ne peuvent pas être renvoyées du territoire. Elles doivent être protégées. C'est une obligation, quelle que soit la nationalité, qu'on ait des papiers ou pas, français ou pas. Lorsqu'on est mineur, on doit être protégé. Et voilà, certaines d'entre elles, vraisemblablement, demanderont l'asile en France, pourront l'obtenir aussi, selon leur vécu, les craintes qu'elles ont en cas de retour. Et puis pour les autres, ça sera un peu plus compliqué. Il y a des dispositifs qui permettent aux mineurs étrangers de pouvoir basculer à leur majorité dans le droit commun si elles obtiennent un titre de séjour. Merci beaucoup Jean-François Dubos d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.